Bonjour à toutes et tous, merci à l'Envie pour cette invitation qui me permet de présenter, ça m'a été demandé, un dispositif de recherche assez nouveau consacré à l'étude des relations société-environnement, mais aussi à l'étude des dynamiques et des évolutions des systèmes socio-écologiques dans des systèmes très fortement anthropisés, c'est-à-dire ces observatoires au milieu. Donc l'objet de ma présentation, c'est de prendre l'exemple, traiter la question de l'adaptation, mais à partir d'un exemple, celui d'un observatoire au milieu qui a été mis en place dans les Pyrénées. Donc peut-être un point sur les observatoires au milieu, c'est un outil qui a été créé pour l'étude des socio-écosystèmes fortement anthropisés, mais fondé sur l'analyse des bascules, des ruptures qui affectent de manière parfois extrêmement récente ces socio-écosystèmes. Je prends par exemple, ça va être une mine qui ferme ou au contraire une mine qui se crée, la construction d'un pont ou un abandon assez massif d'un territoire. Donc ces outils ont été mis en place par l'INE et par le département environnement et développement durable à partir de 2007. Aujourd'hui, on a 11 OHM qui ont été créés. Il y en a, je crois, 7 sur le territoire national et outre-mer. Vous en avez en France, Vallée du Rhône, bassin minier de Provence, littoral méditerranéen. Un tout récemment créé en Guadeloupe, Port-Caraïbes, puis un autre sur la construction d'un pont en Guyane, l'OHM de l'Oyapock, et 4 OHM internationaux, dont un est situé au Nunavik, un en Arizona, un autre au Sénégal, dans la zone sahélienne, et un autre enfin au Portugal. Que ce soit étudier l'évolution du socio-écosystème à liaison avec la construction d'une muraille verte au Sahel, ou d'étudier les conséquences de la fermeture d'une mine, ces OHM ont pour but de développer des recherches interdisciplinaires dans une démarche essentiellement globale qui fédère l'ensemble des sciences de l'environnement. Et c'est le cas pour l'observatoire du Haut-Vic-de-Sceaux, qui lui a été créé en 2009 sur un territoire montagnard qui a été marqué par un très fort processus d'abandon des activités traditionnelles et qui est aujourd'hui soumis à d'importants bouleversements. Donc l'observatoire, il est créé, vous le voyez, en Ariège, dans le massif des Pyrénées, à la frontière de l'Andorre et de l'Espagne, sur une vallée qui était extrêmement surexploitée jusqu'au début du XXe siècle. Elle faisait figure parmi les vallées les plus exploitées des Pyrénées, a été reprise dans la littérature des forestiers, etc., comme un modèle de surexploitation du milieu montagnard. Et puis depuis les années 50, cette vallée elle est soumise à une déprise extrêmement forte qui est marquée par un recul démographique. Vous le voyez, vous avez au début du siècle, vous avez 30 habitants au kilomètre carré, puis maintenant on retrouve uniquement 4,4 habitants au kilomètre carré. Marqué aussi par une diminution et une disparition quasi globale des activités agropastorales, avec une disparition de l'agriculture, disparition du pastoralisme. Mais en fait, le fait majeur structurant de cet abandon est extrêmement récent. C'est la fermeture de l'usine de Péchinet, qui était quasiment la seule activité industrielle économique qui persistait en cette vallée. En 2003, la vallée ferme. L'usine ferme, laissant le territoire en proie à de nombreuses incertitudes. Et on le voit, avec cette comparaison, vous voyez la part de l'industrie dans la population active en 1999 était de 53%, et aujourd'hui elle n'est plus que de 16%, enfin pas aujourd'hui, en 2008, aujourd'hui c'est encore beaucoup plus faible. Donc c'est un territoire qui ne trouve aujourd'hui comme unique porte de sortie et comme stratégie d'adaptation socio-économique pour maintenir son activité, que de se retourner vers le tourisme et de maintenir l'activité hydroélectrique soutenue par EDF. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ah, problème de compatibilité Mac, Windows, désolé. Donc on a une transition extrêmement rapide qui est marquée par des enfrichements et des reforestations extrêmement rapides, une mutation socio-économique, une importance de l'hydroélectricité et du tourisme aujourd'hui et des problèmes qui sont liés à un passé industriel ancien et récent, notamment en termes de contamination. Tous ces points sont des véritables enjeux
des incertitudes qui caractérisent le territoire. Et en fait, ce sont ces questions-là qui ont été à l'origine même des questionnements et des axes de recherche qui ont été mis en place dans l'Observatoire au milieu. Donc 4 axes de recherche majeurs qui structurent nos recherches. La question des dynamiques socio-économiques, le climat, la neige et l'eau, c'est fondamental parce qu'on est sur un terrain qui est soumis et qui va être soumis au changement climatique de manière assez forte, proche de la Méditerranée. La question de la biodiversité et des paysages et surtout la question des héritages empoisonnés, ça m'envoie de mots, que constituent les contaminations liées à cette forte activité industrielle, parfois très ancienne. Donc l'organisation scientifique et la structuration se fait de cette manière-là, avec différents projets de recherche qui interviennent chacun depuis maintenant plusieurs années sur l'ensemble de ces thématiques, mais avec une originalité de l'observatoire et de l'ensemble des observatoires, c'est de fonctionner sur un ternaire de recherche qui articule observation, rétro-observation, c'est-à-dire prise en compte du passé, parfois du temps très long, pour aboutir à de la prospective ou à la construction de scénarios. Donc c'est vraiment cette articulation entre passé, présent, futur, qui est une des originalités du dispositif. Alors, concernant, bien sûr, on est un observatoire, donc on observe, on instrumente. Donc c'est le monitoring hydroclimatique pour suivre actuellement les effets de ce changement climatique. C'est du monitoring sur les lacs, pour mesurer l'influence du changement sur les écosystèmes lacustres. C'est le suivi du manteau neigeux par télédétection, par image satellitale ou par station de mesure in situ, vous le voyez en haut, avec des stations météo installées en altitude qui parfois ont du mal à résister aux chutes de neige et aux conditions météo. C'est des suivis de végétation répétés, des inventaires floristiques, faunistiques et des enquêtes socio-économiques qui structurent tout ce dispositif d'observation. Mais c'est surtout aussi de la rétro-observation, avec une exploration du passé pour une meilleure compréhension des interactions société-environnement. Ça consiste à démêler les facteurs de forçage qui peuvent influencer les systèmes socio-écologiques, d'apprécier par la prise en compte du passé les possibilités d'adaptation, de résilience ou de blocage, et de détecter les changements en cours, parce que certains sont survenus il y a très peu de temps, et des analyses paléo-environnementales ou qui explorent le passé sur des périodes de temps très courtes, remontant aux 50 dernières années, nous permettent de détecter des choses qui sont aujourd'hui difficilement détectables. Et c'est surtout un support à la modélisation et à la prospective. Donc c'est des études paléo-environnementales et ça repose sur des études paléo-environnementales qui exploitent les sédiments, sur des démarches archéologiques, sur des études historiques et éco-historiques. Donc quelques exemples. Voilà par exemple une étude de l'occupation du sol et des scénarios qui a été fait sur cette vallée à partir d'un traitement des images aériennes automatisées qui nous ont permis de reconstituer depuis 1948 l'évolution de l'occupation dans cette vallée et de voir l'importance de la reforestation. Donc ça c'est la situation 1948. Vous le voyez, la situation en 2008, avec la reforestation très importante du massif. Et ces successions de cartes ont été traitées. Et par modélisation, on a pu faire des simulations pour ce qui adviendrait en 2022, avec encore plus de forêts qui se développent, notamment une landification très importante des zones subalpines et probablement un impact sur la biodiversité et sur certains écosystèmes bien particuliers d'altitude. Mais aussi un impact sur le manteau neigeux, sur sa fonte normalement, parce que d'autres études ont permis de montrer que le maintien d'une couverture forestière pouvait jouer sur la conservation du manteau neigeux ou sur sa fonte accélérée. Autre exemple, et on rejoint la communication précédente, celle des héritages des pollutions pré-industrielles, industrielles ou pastorales, et la question des transferts, elle a été posée tout à l'heure clairement. Quand on regarde l'état de la contamination du secteur actuellement, on s'aperçoit qu'il est très faiblement contaminé si on fait une étude sur l'actuel. Dès qu'on cherche un petit peu dans le temps, voire dans le temps très court, très proche de nous, on s'aperçoit qu'on a des contaminations au plomb dans les tourbières, qui sont conservées depuis au moins le début de notre ère et qui s'accélèrent au Moyen-Âge. Idem pour les polluants organiques persistants, avec des HAP qui augmente de manière considérable entre 1900 et 2000. 1900-2000, c'est la période de fonctionnement de l'usine d'Osat. Et pareil pour les OCP, notamment les dérivés du lindane ou du DDT, qui sont liés aux pratiques pastorales qui apparaissent dans les années 1950. C'est le plan Marshall.
et qui sont interdits en 1998. Donc, c'est des reconstitutions qui permettent aussi d'alerter les gestionnaires, mais de travailler davantage sur les questions de transfert. Tout ceci pour vous dire qu'avec toutes ces données, on s'est interrogé sur la question des cycles adaptatifs. Et on s'est aperçu que la transition actuelle n'est pas la seule. Elle s'intègre dans une série de successions, d'adaptations, qui sont survenues depuis plusieurs siècles. La première, elle survient au XIIIe, XVIe siècle. Excusez-moi, est-ce que je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Oui, merci. La première, le premier cycle adaptatif que l'on a identifié est situé entre le XIIIe et XVIe siècle. C'est le moment où la vallée était entièrement tournée vers la métallurgie et la production de charbon de bois. Cette augmentation du charbonnage avait entraîné un recul de la ressource forestière. Oh, merci. Merci, ça va beaucoup mieux. Donc un recul de la ressource forestière, ça avait hypothéqué, cette très forte pression métallurgique avait hypothéqué carrément la ressource. Et l'adaptation qui a été, la réorganisation qui a été trouvée, ça a été de mettre en place dès le XIVe, XVe siècle une réglementation, une véritable gestion des ressources forestières dès cette période-là. Mais ça a été une décision locale. C'est-à-dire qu'au niveau de la vallée, les consuls, les pouvoirs politiques, les politiques publiques locales ont imposé des réglementations, des nominations de jurats garde-bois. Et qui a permis une préservation des forêts. Et on passe dans le deuxième cycle identifié. Cette préservation des forêts a permis un développement encore plus important des prélèvements, un fonctionnement encore plus fort de l'activité de la métallurgie qui était raisonnée, qui était contrôlée, qui était fondée sur des traités d'échange entre différentes vallées. Mais est survenue à ce moment-là une crise de la métallurgie. Les fers n'étaient plus concurrentiels au niveau du Vic de Sceaux. Il y avait une très forte concurrence étrangère. Et cette crise de la métallurgie a fait collapser ce système qui était fondé sur la métallurgie. Et la réorganisation locale, ça a été immédiatement de se tourner vers une autre ressource, celle de l'exploitation des estives qui était sous-exploitée encore à ce moment-là, par un développement extrêmement important du pastoralisme. Tout s'est tourné vers le pastoralisme et on voit une conquête très très forte des zones d'altitude enregistrées par la palynologie, par l'archéologie, etc., ou par tous les marqueurs paléo-environnementaux que l'on peut avoir. Et se met donc en place à partir de ce moment-là un troisième système qui va fonctionner au 19e, qui est un véritable système agro-silvo-pastoral extrêmement important suite à cette réorganisation, où on va avoir des phénomènes de colonisation agraire, d'explosion démographique, et cette surexploitation va amener à une autre crise, une troisième crise qui survient au milieu du 19e siècle, qui est à la fois liée à la surexploitation du milieu et la conjonction avec une péjoration climatique qui fait qu'on a une énorme crise érosive. Et là, on rentre véritablement dans un système en train de s'effondrer. Et la réorganisation, là, elle devient imposée par l'État. C'est l'État qui prend en main, au courant du 19e, la montagne, qui réorganise ce territoire, qui procède à une véritable restauration, à la fois des terrains, mais aussi une restauration sociale en limitant les usages. Et on rentre dans le dernier cycle, dans l'avant-dernier cycle, qui est celui d'une industrialisation repris par l'État. Ce terrain, on peut procéder à une grande industrialisation qui va accélérer l'exode rural. Les gens vont se détourner de l'agriculture pour aller vers l'industrie au niveau local et on va rentrer dans le système qui est fondé sur l'aluminium, l'hydroélectricité, qui va exister durant tout le XXe siècle et qui va encore plus contribuer à vider le potentiel agropastoral. Et arrive cette dernière crise qui est celle du déclin, de la fermeture des usines de Pechiney. Et aujourd'hui, la stratégie qui est trouvée très rapidement, en quelques années, en moins d'une décennie, c'est de tout orienter vers le tourisme, les sports nature, le patrimoine. Ce qui est intéressant, c'est que cette réorganisation et cette adaptation que l'on voit très rapide va chercher dans tous les systèmes antérieurs des sources de nouvelles ressources. Par le biais de la patrimonialisation, on exploite les anciennes constructions pastorales, on exploite le passé, y compris culinaire. Tout va être mobilisé, y compris le potentiel métallurgique ancien, pour être mis en patrimoine et pour trouver une nouvelle stratégie adaptative. Et on rentre donc dans un nouveau cycle, celui dans lequel on est, qui est ce cycle où tout passe sur le tourisme. Alors certes, c'est un scénario extrêmement local qui repose sur les études que l'on mène dans cette OHM, mais je pense que d'une manière générale,
Ces scénarios locaux qui peuvent être décrits au sein de chaque OHM, avec le nombre d'OHM, permettra du local d'aller vers le global en termes d'enseignement. Je pense aussi qu'il y a aussi un enseignement à tirer, c'est l'extraordinaire résilience de ces vallées de montagne, mais d'autres systèmes pour peu qu'on les observe à l'échelle locale. Et je pense que cette observation à l'échelle locale peut être réalisée dans le cadre de dispositifs de ce type-là. Merci beaucoup.